Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous accueille ce soir pour prononcer une brève introduction à ce colloque organisé par la Mutualité Socialiste Solidaris et consacré aux médicaments. Ce colloque fait écho aux résultats du dernier thermomètre Solidaris, un vaste programme d'enquête sociale et politique sur des sujets de société. Ce programme a été lancé il y a 2 ans, en juin 2012, en partenariat avec 2 médias d'envergure, Le Soir et la RTBF. La 5e enquête Thermomètre Solidaris s'est penchée le mois dernier sur la place du médicament dans notre société. Quelles sont les causes de la médicamentation de notre société? Les médecins maîtrisent-ils les questions de pharmacovigilance et connaissent-ils suffisamment les médicaments qu'ils prescrivent? Les pharmaciens peuvent-ils nous conseiller en restant indépendants à l'égard des industries pharmaceutiques? Telles sont quelques questions qui ont été posées via Internet à un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population belge francophone, mais aussi à 120 médecins généralistes et 120 pharmaciens. Mais je souhaitais attirer votre attention sur l'enseignement principal de cette enquête. Nous surconsommons et les prestataires surprescrivent. 2 patients sur 3 et 70% des médecins généralistes estiment que nous faisons vraiment un usage excessif du médicament. Pour près de la moitié des publics interrogés, que ce soit les consommateurs, les médecins généralistes ou les pharmaciens, le curatif est privilégié au préventif. Force est de constater que l'on soigne par des médicaments quand la maladie est là, plutôt que d'agir en amont. D'un objet strictement médical, le médicament est devenu un produit de consommation, une marchandise. Ainsi, la prise de médicaments est devenue une réponse facile et immédiate à un problème d'hygiène de vie ou relationnel. Afin de promouvoir un usage raisonné et pertinent des médicaments, et donc diminuer leur coût individuel et collectif, tout en assurant l'accès aux médicaments de qualité pour tous, notre mutualité estime essentiel d'informer le grand public, mais aussi de rapprocher les médecins, les pharmaciens et les pouvoirs publics pour agir tous ensemble, chacun à son niveau, en matière de politique du médicament. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce colloque, pour ainsi se faire rencontrer, débattre, puis agir les différents intervenants du secteur qui ont répondu positivement à notre invitation. Sur base d'une question qui préoccupe la société, qui préoccupe ceux qu'on appelle les gens, eh bien, nous interrogeons également l'autre côté du miroir sur la question du médicament. Que pensent les gens, mais que pensent aussi ceux qui sont quelque part experts dans ce domaine. L'identité ou l'objectif même des thermomètres Solidaris, il s'agit de mesurer la perception des gens, la perception des Belges francophones dans toute leur non-expertise. Bien entendu, les gens ne sont pas experts du médicament. Je ne vais pas reprendre toutes les dimensions de ce thermomètre Solidaris. 3 points, 3 domaines. D'une part, la surconsommation. Un deuxième domaine relatif à la stratégie marketing de l'industrie pharmaceutique. Et enfin, dernier point, et ça sera très très bref, parce que je pense qu'il sera largement développé plus tard, le rapport, le regard croisé entre les médecins généralistes et les pharmaciens. Premier point, la surconsommation. Alors, est-ce qu'on fait un usage excessif du médicament? Il semble que les patients consommateurs, comme les médecins généralistes, 67% et 70% pour les deuxièmes, sont très largement en accord avec cette formulation, nettement moins chez les pharmaciens, nettement moins. Ceci étant, il y a 36% des pharmaciens qui sont d'accord et 8% qui réfutent cette affirmation. Il y a surtout, et le terme est lancé, une surprescription des médicaments. Cette surprescription, elle serait liée éventuellement aux patients qui, eux, demandent, c'est quelque chose que vous connaissez, un phénomène qu'on connaît, les patients qui demandent aux médecins une prescription. On va même jusqu'à dire que quand le patient sort du rendez-vous chez son généraliste sans prescription, il a l'impression d'avoir payé pour rien. Ce sont le type de verbatim qui nous reviennent. Là aussi, une adhésion relativement partagée. 51% chez les généralistes et 4% seulement qui nous disent que ce n'est pas du tout le cas. Donc ce seraient bien les patients qui sont à la demande vis-à-vis du généraliste. Voilà pour la première partie est très très synthétisée. Deuxième partie consacrée à la stratégie marketing
des industries ou de l'industrie pharmaceutique. Ce qui était important et qui nous semblait frappant dans l'évolution des dépenses des secteurs, c'est que 2008, je ne vais pas refaire l'histoire, vous savez ce qui s'est passé en 2008, il y a un phénomène qui est très connu. Quand des entreprises doivent serrer la ceinture, les premiers budgets sur lesquels on coupe, c'est la pub et le marketing. C'est le cas, vous l'avez vu dans le secteur mutualiste, c'est le cas au niveau automobile, ce n'est pas le cas au niveau pharmaceutique, ce qui nous fait penser que l'industrie pharmaceutique ne connaît pas la crise. Maintenant, que pensent les gens et qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai vraiment le sentiment que, et c'est assez dur par rapport aux entreprises pharmaceutiques, c'est en tout cas l'avis des gens qui est dur, que les entreprises pharmaceutiques construisent des marchés pour des médicaments, autrement dit qu'elles mettent d'abord en avant des pathologies, on connaît la stratégie, en finançant des articles dans la presse, des colloques, pour ensuite vendre leurs produits. Si nous trouvons 10% des généralistes qui ne sont pas du tout d'accord avec cette hypothèse, nous en trouvons quasiment 40 qui sont tout à fait d'accord avec cette hypothèse, et les pharmaciens ne sont pas très éloignés en termes de positionnement sur cette hypothèse. Est-ce que les entreprises pharmaceutiques respectent vraiment l'indépendance des médecins, les médecins généralistes, et on parle d'eux-mêmes? C'est toujours un peu douloureux de dire non, ils ne respectent pas mon indépendance, je n'ai peut-être pas les moyens de l'être. 18% des généralistes contestent cette idée. Et concernant les pharmaciens, il y a seulement 1% des pharmaciens qui pensent que l'industrie respecte l'indépendance des médecins. Alors, la mission de notre agence est d'assurer de leur conception à leur utilisation la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des produits de santé en général, c'est-à-dire dispositifs médicaux, cellules, tissus et sang inclus. Assurer la sécurité des médicaments exige d'en surveiller l'usage une fois mis sur le marché. Cette surveillance se traduit notamment par ces activités de pharmacovigilance, c'est-à-dire la détection, l'évaluation et la prévention des effets indésirables des médicaments. Le rôle des autorités, en fait, dans cette surveillance, c'est de collecter l'ensemble des effets indésirables qui lui sont rapportés par les professionnels de la santé et le patient. Plus ou moins chaque année, un médicament est retiré du marché en raison de ses effets indésirables. Alors, qui sont les acteurs de la pharmacovigilance? Et c'est ici, en fait, que vous intervenez. Donc, la FMPS est bien entendu un acteur central pour cette mission. Mais elle n'est pas toute seule. L'industrie doit prendre sa part de responsabilité, mais nous attendons également énormément de la part, en fait, des professionnels de la santé pour le rapport des effets indésirables et du patient. Nous savons que seuls 1 à 5% des effets indésirables nous sont communiqués par les professionnels de la santé, ce qui ne représente donc qu'une toute petite infime partie, la seule petite pointe de l'iceberg sur ce que nous devrions connaître pour la sécurité du médicament. Et cette situation est mondiale. Nous sommes une population en plus ou moins 11 millions d'habitants en Belgique, 60 000 professionnels de la santé. Pour 2013, nous avons reçu 124 notifications d'effets indésirables de la part des patients et 518 de la part des professionnels de la santé. C'est vraiment très peu. En fait, assurer la sécurité et l'efficacité des médicaments exige d'en promouvoir le bon usage, condition indispensable pour assurer aux patients le bénéfice optimal de ce médicament. On sait que 50% des médicaments prescrits, distribués ou sont vendus de manière inappropriée. Et c'est un problème qui est mondial et majeur. Quel est le but de l'opération aujourd'hui? Le but de l'opération, c'est de discuter la prescription idéale. Alors, la prescription idéale doit répondre à plusieurs éléments. Respecter le choix du patient. Et j'insiste d'abord là-dessus. C'est quelque chose qui est souvent oublié. Le médecin a tendance à dire « moi, je sais ce que je dois faire ». Mais in fine, c'est le patient qui va bénéficier de son traitement. Alors, maximiser les effets et bénéfices, c'est le rôle typique naturellement d'une agence d'enregistrement, de façon à regarder que les molécules intéressantes. Minimiser les risques, on a parlé de pharmacovigilance, c'est extrêmement important. Et pour finir, minimiser les coûts. Alors, pour simplifier les choses, je vais aujourd'hui parler uniquement de minimiser les coûts. Je ne parlerai pas d'autre chose, mais on peut bien sûr poser beaucoup de questions. Alors, maintenant, on arrive au point, les génériques. Je ne vais pas discuter ici de la qualité des génériques. Je dirai quelques mots après ça, mais je serai très discret à ce niveau-là. Mais il faut bien se rendre compte la chose suivante. Les génériques, effectivement, c'est la seule manière de faire baisser les prix de manière importante. Alors, je donne deux exemples. J'ai pris ici le méropenem, de nouveau un antibiotique que j'aime bien. Je ne vais pas en donner trop, évidemment. Eh bien, en 2010, 21 €.
Les génériques arrivent, 10 €. En 2-3 ans, le prix a carrément baissé de la moitié parce que les génériques sont arrivés à le vendre même un petit peu moins cher et donc la firme a été forcée de diminuer fortement son prix. Biosimilaire, donc j'ai pris le filgastrim, le facteur de croissance des neutrophiles. En 2010, 436 €. Arrivent les biosimilaires, 310 €. Et donc effectivement, les génériques et les biosimilaires sont une manière de présenter les choses. Alors, quelles sont les exigences générales en matière de publicité? Elle doit être conforme aux données qui se trouvent sur l'autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est le document que nous délivrons lorsque nous enregistrons un médicament. Elle doit pouvoir être contrôlable. Elle doit favoriser l'usage rationnel du médicament et le présenter de manière objective sans en exagérer les propriétés. Elle ne peut pas être trompeuse et elle est uniquement autorisée, bien sûr, pour les médicaments qui sont enregistrés. Alors, vous voyez ici certains médias, supports et moyens qui sont totalement interdits pour la publicité sur les médicaments, mais nous faisons des exceptions, et notamment celle en faveur des médicaments à base de nicotine contre le tabagisme. Les campagnes d'information sur la santé dont nous avons parlé dans la première présentation, en fait, ne peuvent faire aucune référence, même indirecte, à un médicament. Et elles ne sont pas considérées dans ce cas comme de la publicité. C'est une exception. Et nous avons deux types de publicité. Nous avons la publicité à destination du grand public et la publicité à destination des professionnels de la santé. Elles sont régulées de manière totalement différente. Pour le grand public, nous n'autorisons que la publicité pour les médicaments OTC, donc qui sont en vente libre. En fait, on ne peut pas, dans ce cadre non plus, remettre d'échantillons directs au public. On ne peut pas faire des suggestions d'un effet égal ou supérieur à celui d'un autre traitement. Il est interdit de s'adresser aux enfants. Il est interdit de se référer à des personnes connues. Alors, c'est un contrôle qui est a priori. Ça veut dire qu'on doit d'abord voir ce qui est proposé par la firme au niveau de l'agence avant que cette publicité ne puisse paraître. Alors, pour les professionnels de la santé, maintenant, en fait, on peut faire de la publicité pour les médicaments OTC, mais également de la publicité pour les médicaments sur prescription. Et là, notre contrôle est a posteriori. Alors, pour les primes et avantages maintenant, qui est une autre manière de faire du marketing pour un médicament, donc il est interdit d'offrir des primes et avantages pécuniaires ou en nature aux grossistes, aux personnes habilitées à prescrire, délivrer ou administrer des médicaments, aux institutions dans lesquelles ont lieu la prescription, la délivrance ou l'administration de médicaments. Et il est également interdit d'accepter des primes et avantages. Donc il y a la notion de co-responsabilité dans la législation. Ce partage d'informations qui contribue à la qualité des soins, le gouvernement en est tellement convaincu qu'il a décidé de soutenir toutes les initiatives de e-santé en mettant en place la plateforme e-health qui a pour but la coordination et la continuité des soins, de faire en sorte d'améliorer l'efficience et la qualité des soins. Ça aussi des buts de simplification administrative. On veut aussi faire en sorte que le patient soit à même de faire des choix éclairés et responsables. Et e-health a également comme vocation d'apporter un soutien scientifique à la politique de santé. Mais e-health, c'est un peu plutôt le but d'échanger ces informations, des informations qui existent dans différentes sources et de donner accès aux professionnels de la santé ou autres à ces informations. Et en fait, e-health, la plateforme e-health va servir un peu va fournir divers services comme l'authentification, la datation des messages électroniques, la possibilité d'utiliser la carte d'identité électronique pour avoir accès aux différentes informations médicales. Et e-health va aussi gérer, ça c'est un point important, ce que l'on appelle le consentement éclairé du patient. C'est-à-dire que pour qu'un professionnel de la santé puisse avoir accès dans un des dossiers médicaux qui sont rattachés, qui sont interfacés via e-health, donc avoir accès à cette information, à une information médicale, eh bien, je vais d'abord devoir prouver que j'ai un lien thérapeutique avec ce patient, donc il existe une relation de confiance entre lui et moi, et je vais aussi
le patient va devoir donner son consentement éclairé. Ça veut dire qu'il va devoir autoriser le prestataire de soins à avoir accès à cette information médicale. Je suis convaincue que créer un modèle cohérent entre professionnels est favorable au savoir, au bien-faire et au bien-être de chacun des soignants. Je suis convaincue qu'un système cohérent est favorable au travail de mise en cohérence que nous faisons avec nos patients, parce qu'on peut penser que la qualité des relations confraternelles a des répercussions sur la qualité de nos relations thérapeutiques. D'un système interdisciplinaire dont je vous ai parlé, qui établit une coopération entre disciplines autonomes, nous pourrions passer à un système transdisciplinaire, qui donne une orientation commune aux disciplines et les centre sur les besoins de la personne humaine. Une transdisciplinarité où chaque profession est attentive aux apports de l'autre, dans une collaboration interactive et mutuellement enrichissante, dans un système global et intégré. Un système qui associe simultanément, l'un nourrissant l'autre, les aspects curatifs, préventifs, de réhabilitation et de promotion de la santé. Je suis convaincue que cela nous permettra réellement de saisir l'opportunité du développement d'une collaboration assumée. Alors, tout cela nous amène à l'interdisciplinarité. On peut parler de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Je pense que l'inter est un bon mot parce qu'il place le patient au centre. Et je pense que ça doit être notre souci. Et que si on ne parvient pas à faire ça, on n'arrivera jamais à dialoguer. Ce n'est pas le tout de dialoguer entre nous. Il faut effectivement toujours le faire dans le bien et pour le bien du patient. Si c'est une évidence à plusieurs niveaux. Il est évident que lorsqu'il faut maintenir un patient à domicile et qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour, telles que les infirmiers, les kinés, les aides-soignants, ça paraît tout à fait logique. Mais on sait aussi que les patients pour lesquels une infirmière vient à domicile ne sont pas la majorité des cas. Et il y a tous les autres patients dits autonomes, mais malgré tout polymédiqués ou chroniques, mais dont l'équipe se réduit assez vite aux pharmaciens, aux médecins et à l'entourage. Et là, on a besoin de travailler avec beaucoup plus d'ardeur à ce que les échanges d'informations soient faits, puisqu'il y a encore moins d'intervenants. Et donc pour ça, il faut prendre l'initiative, faire des propositions. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, par la concertation médico-pharmaceutique qu'on est en train de relancer, par la mise en place d'outils informatiques d'échange d'informations au travers du schéma de médication. Échanger de l'information, c'est bien, mais il faut d'abord échanger une information de qualité. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Faire croiser les informations, valider les informations pour qu'elles aient un caractère pertinent. Et moi, je rêve d'un schéma de médication où vous auriez des étoiles à côté des informations, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. C'est en tout cas la volonté de notre mutualité, au travers des thermomètres Solidaris, de mettre en lumière des sujets sociétaux, de prendre le pouls des citoyens et des acteurs, de tirer les enseignements et de formuler des pistes de proposition. En effet, nous l'avons vu lors de notre enquête sur la place du médicament et les interventions entendues au cours de cette soirée en témoignent, nous assistons ces dernières années à une réelle marchandisation de la santé. Il faut développer une culture de la prévention. Bien évidemment, il est plus difficile de promouvoir un marché de la prévention qu'un marché de consommation de produits où l'on peut tirer un profit économique, fût-ce le produit être un médicament. Nous nous devons, en tant que mutualité, de développer l'esprit critique et de donner les leviers de changement des comportements de consommation des médicaments.